Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient la charge d'attaquer le vif du sujet. Dans le cadre de cette journée bien-être, bien s'alimenter, je vais surtout parler du bien-être. Et une présentation sera vraisemblablement moins ludique que ce qu'on vient de faire. Alors, le titre « État des lieux de la santé périnatale en Bourgogne-Franche-Comté ». J'ai un préambule à poser. L'état des lieux, je vous rassure, il ne sera pas exhaustif compte tenu de la vaste étendue du champ périnatal. Et puis, le temps imparti ne me permettrait pas de le faire. Et ensuite, en Bourgogne-Franche-Comté, je vous expliquerai pourquoi. Ce ne sera pas forcément des données de la Bourgogne-Franche-Comté, on a du mal à les avoir. Ce sera des fois que des données de la Franche-Comté, parce que je suis coordinatrice du DSRP de Franche-Comté, donc je le connais quand même mieux. Et puis, des fois, ce sera des données nationales, et à chaque fois que ce sera possible, je ferai des comparaisons avec le niveau européen. 6 principaux points dans ma présentation. Il y a les sources des données, vous verrez pourquoi c'est important. On verra après l'évolution des lieux de naissance et l'évolution du nombre de naissances donc au niveau national et dans notre région. On parlera des facteurs de risque périnatal et j'exposerai un petit peu des messages de prévention parce que c'est quand même l'intérêt. On parlera de la mortalité maternelle, je présenterai les données de mortalité maternelle et les messages de prévention aussi. On parlera de la prématurité et je finirai par la mortinatalité et la mortalité néonatale. Alors, en ce qui concerne les sources des données, faire cette présentation, c'est pas si simple parce que malheureusement, en France, on a un caractère très fragmenté et très lacunaire des données relatives à la santé périnatale. Et ça ne permet pas de réaliser un suivi épidémiologique efficace. À l'inverse de ce qui se passe au Danemark ou à la Suède, où ils ont une source unique et c'est plutôt facile parce qu'on va chercher les informations dans cette source et puis après on peut les décliner au niveau national ou au niveau territorial. Donc ça c'est vraiment... alors là j'ai juste listé quelques-unes des sources dans lesquelles il faut aller chercher, pêcher les informations pour pouvoir faire ce genre d'exposé. Et en bas à droite, vous avez le logo de la Cour des comptes. Alors pourquoi c'est pas anodin? C'est parce que là, on a un rapport de la Cour des comptes qui vient vraiment de pointer cette difficulté en disant qu'il faut qu'on y remédie absolument dans notre pays. Et en même temps que ça, il y a en ce moment beaucoup d'auditions qui ont lieu au Sénat portant sur cette question, notamment en disant qu'il va falloir qu'on s'améliore. C'est pas s'améliorer. Enfin, le but du jeu, c'est de mieux comprendre ce qui se passe pour mieux mettre en place les mesures de prévention. Alors, quelques-unes, je ne veux pas toutes vous les faire, mais quand même, il est important que vous sachiez d'où viennent les données que je vous présente aujourd'hui. La première source des données, c'est l'enquête nationale périnatale. C'est une enquête qui a lieu depuis 1995. Elle a lieu tous les 5 ans. La dernière a eu lieu en 2021 et les résultats ont été publiés en octobre 2022. Alors, dans cette enquête nationale périnatale, on analyse une semaine de données. Généralement, ça a lieu en mars. On va dans toutes les maternités de France, donc hexagonale ou outre-mer, et on va regarder l'ensemble des naissances qui ont eu lieu pendant cette semaine-là. Alors, ce sont les naissances vivantes, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont nés après 22 semaines d'aménorrhée, qui font au moins 500 grammes. Et là, on va recueillir des indicateurs sur la santé des mères, la santé des nouveau-nés, les pratiques médicales, les facteurs de risque, par le biais, alors l'étude des dossiers ou les entretiens avec les mères. Et on regarde aussi, il y a tout un interrogatoire sur l'organisation de la maternité. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une source de données importante. Une autre enquête qui est très importante, on va parler de la mortalité maternelle. Donc les données concernant la mortalité maternelle, elles viennent de l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles. Ça, c'est un système de recueil qui existe depuis 1996. L'objectif, c'est de statuer sur les causes de décès, c'est de voir s'il y a une adéquation des soins prodigués et identifier les axes de prévention. Alors, ça se passe comment? Dès qu'il y a un décès maternel, alors un décès maternel, c'est une femme enceinte ou au décours de la grossesse pendant 1 an après l'accouchement,
Donc chaque fois qu'il y a un décès, donc même si vous êtes dans un cabinet de médecine générale, vous pouvez identifier une mère qui est décédée. Et là, donc, on fait un formulaire, on remplit un formulaire, on le déclare à l'équipe Épopée qui est chargée de conduire l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles. À l'issue de ce formulaire, il désigne 2 experts qu'il dépêche sur site pour analyser les données de la mère et donc on en reparlera. Et ensuite, il y a un comité d'experts qui va statuer sur les causes et l'évitabilité potentielle du décès. Donc c'est un système continu. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps entre la déclaration, le recueil des informations, l'analyse. Et là, on vient en avril 2024, très récemment, d'avoir le dernier rapport. Mais ce dernier rapport porte sur l'analyse des cas qui ont eu lieu pendant la période 2016-2018. Donc on a quand même un certain retard. C'est pas des données de... Enfin, le rapport est récent, les données ne sont pas récentes. Ensuite, je vous ai dit que chaque fois qu'on pourrait, je vous donnerai des comparaisons avec le niveau européen. Donc, il existe depuis 1999 des statistiques sur la santé périnatale dans 28 pays européens. Il a fallu, pour ce faire, avoir une harmonisation des définitions. Il faut qu'on parle de la même chose si on veut publier un rapport commun. Et donc, dans ce protocole, il faut qu'on puisse fournir des données qui sont issues d'une seule source. Et on verra que nous, tous nos indicateurs, on n'est pas en capacité en France de donner de tous les indicateurs à partir d'une seule source. En France, là, les données, elles viennent du programme de médicalisation des systèmes d'information. Alors, les hospitaliers sont plus rodés, ce qu'ils appellent le PMSI. Et donc, en France, donc la France fait partie de 8 des 28 pays qui n'ont pas pu fournir l'intégralité des données. Et le dernier rapport date de 2022, là encore, pour une période qui allait de 2015 à 2019. On a toujours un décalage comme ça, donc ce n'est jamais des données de première fraîcheur. Enfin, c'est un peu compliqué. Un autre système, lui aussi, qui est alimenté par les données du PMSI, c'est le système qu'on appelle Scan Santé. Alors ça, c'est ouvert à tout à chacun. Vous voulez avoir des données sur votre région, tel ou tel hôpital, vous pouvez aller consulter en allant sur ce lien Scan Santé des données. Là aussi, ce sont des données qui sont issues du PMSI. Le problème, c'est que la qualité des données, on sait qu'elle n'est pas uniforme et ça va dépendre des gens qui recueillent les informations dans chaque service. Et puis dans le PMSI, la CNIL refuse qu'on diffuse des informations inférieures à 10. Par exemple, sur la mortalité néonatale ou maternelle, on n'aura jamais ces informations-là parce que c'est des événements suffisamment rares. Et pour eux, si on publie des informations, des données dont le chiffre est inférieur à 10, il y aurait possibilité de retrouver qui sont les personnes concernées. Donc la CNIL refuse qu'on publie ça. Voilà, donc ça, le décor est planté et je vous ai expliqué rapidement d'où venaient les informations que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, on va regarder l'évolution des lieux de naissance et l'évolution du nombre de naissances. Alors, sur les lieux de naissance, un petit rappel sur la nomenclature des maternités en France. On a 3 grands types de maternités donc toutes les maternités font la même chose, hein, les unités d'obstétrique font la même chose, mais il y a certaines maternités qui ont à côté, dans le même établissement, une unité de néonatologie et une unité de réanimation maternelle. Donc ça, c'est les maternités de type 3. On verra qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on en a 2. Ensuite, il y a des maternités de type 2. Elles ont une unité d'obstétrique et une unité de néonat. Si elles ont aussi des soins intensifs, c'est le 2B, alors que sans soins intensifs de néonat, c'est les 2A. Et on a des petites maternités qui ont juste l'unité de maternité, mais il n'y a pas d'unité de néonat ni de réa. Donc, c'est les maternités de type 1 qui sont souvent des petites maternités. Et on verra qu'elles ont tendance à disparaître, ces maternités. Alors, voici la courbe de l'évolution des maternités en France entre 1972 et 2021. Donc, en 50 ans, le nombre de maternités a été divisé par 4. Alors, l'évolution, entre 72 et 98, on a perdu 1000 maternités. Et là, en fait, au départ, il y avait
quasiment des maternités partout, plein de petites maternités, et même des obstétriciens qui travaillaient en libéral pouvaient avoir créé leur petite maternité. Donc on avait une répartition du nombre de maternités sur tout le territoire. Donc ces maternités ont finalement disparu dans les 30 premières années, dans les 30 premières années, on va dire, entre 72 et 98. Ensuite, la réduction, elle peut être liée à deux choses. Déjà en 98, on a eu des décrets de périnatalité qui ont imposé des normes de fonctionnement en termes de qualité des soins, donc que ce soit des normes de fonctionnement sur le matériel, voilà, les équipements des maternités, mais aussi en termes de présence professionnelle, de spécialité qui devait être présente pour pouvoir faire tourner les maternités. Donc là, il y a eu une diminution, ça a entraîné une diminution pour de différentes façons. Soit c'était des maternités privées d'une même ville qui se regroupaient, donc au lieu d'avoir 5 maternités privées, on n'en avait plus qu'une qui regroupait ces 5 maternités privées. Ou alors on peut avoir... pour la région que je connais, donc Belfort, Montbéliard, chacun avait sa maternité, ils n'en ont fait qu'une seule au centre, donc encore une maternité de moins. Voilà, ça explique qu'il y a eu une diminution qui a continué, mais de façon moins importante, du nombre de maternités. Et en ce moment, alors là, notre problème majeur, c'est le contexte de forte tension démographique. Si les maternités ferment, c'est parce qu'on n'a plus les professionnels pour permettre d'assurer des accouchements et une prise en charge des nouveau-nés dans des conditions de sécurité requises. Voilà. Donc on en parle beaucoup, c'est très très polémique en ce moment. Alors en 2020, 76% des lits étaient des maternités de type 2 et 3, donc je vous disais, c'est les maternités de type 1 qui ont tendance à disparaître parce que les professionnels, elles aussi, ne veulent plus travailler dans des lieux excentrés de grandes villes, on va dire, et puis dans des conditions de sécurité qui leur semblent moins satisfaisantes pour eux. Et donc ces maternités de type 2 et 3 concentrent 81% des accouchements. Voilà, juste pour rappel, les maternités qui existent encore en Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne a plus de maternités que la Franche-Comté. Donc je vous disais, on n'a que 2 types 2, c'est le CHU de Dijon et le CHU de Besançon. On n'a plus beaucoup de maternités de type 1. Voilà, et le reste, c'est les types 2A et le type 2B. Alors, l'évolution du nombre d'accouchements de 2013 à 2022, ça, c'est pas un scoop, hein, ça diminue. Ça, c'est les données au niveau national. Entre 2013 et 2022, en 10 ans, on a une baisse de 12% des accouchements. Donc, presque moins 94 000 accouchements en 10 ans. Donc ça, c'est pour le niveau national, juste pour la France métropolitaine. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, nous en sommes, donc on observe la même baisse, et même un peu plus prononcée, puisque on a moins 18% de baisse en 10 ans donc, en Bourgogne, donc moins 3 000 accouchements, et moins 20% de baisse en Franche-Comté, et donc moins 2 700 accouchements en Franche-Comté. Voilà. Donc ça, la baisse continue. Ça participe aussi à la diminution du nombre de maternités. Enfin, on a de moins en moins, on a des petites maternités auxquelles on a beaucoup moins de naissances, ça aussi. Alors, on va juste passer maintenant sur un petit rappel quand même sur les césariennes, parce que c'est quand même une des voies d'accouchement. Donc la césarienne, c'est vraiment une intervention vitale. Encore faut-il qu'elle puisse être réalisée à bon escient. Ça a été aussi un sujet très, très débattu au cours de ces dernières années. Et en France, on a un taux de césarienne qui est vraiment bien maîtrisé, avec un taux stable pour la période 2015-2019. En gros, on a une naissance sur 5 a lieu par césarienne. On est à 20,9%. On arrive au 9e rang des 28 pays européens, donc on est plutôt bien placé. Alors, les extrêmes, c'est la Norvège qui a 16% et Chypre qui a 53% de césarienne. Voilà. Alors, pour la Bourgogne-Franche-Comté, on en est à 16,2%. Donc on a quand même une région où on fait encore de la belle obstétrique et avec un taux de césarienne
limitée, raisonnée. Alors évidemment, le parallèle, c'est qu'on a un taux plus élevé d'accouchement par voie basse instrumentale. Un autre sujet qui a pu être très débattu dans les médias il y a quelques années, maintenant ça s'est calmé, c'est le taux d'épisiotomie. Et alors là, j'ai des données qui commencent qu'en 2018, parce que ce sont des données issues de Scan Santé, que je vous ai présenté. Donc cet indicateur-là n'était pas recueilli au départ. Donc on voit que le taux d'épisiotomie continue à diminuer au niveau national. Et là encore, alors là c'est juste la Franche-Comté, le taux il est largement maîtrisé. Et là encore, on voit que dans notre région, on a encore des belles écoles d'obstétrique et ça c'est le résultat de gestes qui sont raisonnés, maîtrisés et avec un apprentissage de l'obstétrique qui est intéressant. Alors, petite diapo, l'accouchement extra-hospitalier volontaire. Ça, c'est quelque chose qui a tendance à augmenter partout sur notre territoire, mais pas que chez nous, aussi dans les autres pays. Est-ce que les femmes ne sont pas peut-être satisfaites de ce qu'on leur offre dans les maternités? C'est une augmentation qui est faible pour le moment, mais qui est continue, constante. Alors, dans les accouchements extra-hospitaliers volontaires, donc on distingue des accouchements inopinés où la multipare va accoucher le long de la route en venant à la maternité. Ça, c'est pas de ça dont on parle. Dans les accouchements extra-hospitaliers volontaires, pardon, soit ce sont des femmes qui peuvent être accompagnées par des sages-femmes libérales qui intègrent ça dans leur pratique, ou on a aussi une augmentation du nombre d'accouchements, ce qu'on appelle non accompagnés, les ANA. Donc il y a de plus en plus de femmes. Alors c'est raisonné encore, mais c'est une problématique qu'on a vraiment en tête, qui décide d'accoucher toute seule chez elle. Et nous, on est très vigilants parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, et ce qu'on appelle les doulas, des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles de santé, mais qui se sont spécialisées dans l'accompagnement de ces femmes et qui peuvent être là pour accompagner ces femmes pour accoucher à domicile. Donc c'est vraiment un point de vigilance qu'on a important. Alors maintenant, on passe aux facteurs de risque périnatal. Donc ces facteurs, ils peuvent être de différentes natures, ils peuvent être sanitaires, ils peuvent être sociaux ou environnementaux. Donc on est en plein dans le sujet là. Et chacun de ces facteurs de risque peuvent avoir une action indépendante ou une action cumulative les uns avec les autres. Alors l'augmentation de la prévalence des facteurs de risque, c'est l'évolution des caractéristiques des femmes, on va en parler, l'importance des inégalités sociales et les difficultés d'accès aux soins périnatals. Alors les grossesses tardives. Une grossesse tardive, c'est une grossesse après 35 ans. Et le report des naissances à des âges maternels plus élevés se poursuit depuis plusieurs décennies. L'âge moyen des mères donc pour les naissances vivantes est passé de 26,5 ans en 1977 et maintenant on est à presque 31 ans en 2021. Donc là, on voit que l'évolution constante de ce report de l'âge maternel à la première naissance. En Bourgogne-Franche-Comté, on est un peu en dessous quand même, on est à 21,7% en 2021. Alors on verra l'importance en soi, on dit d'accord, mais l'importance sur les autres facteurs. Alors, quand on regarde cette carte, on voit que, bien sûr, ça augmente chez nous, mais par rapport aux autres pays européens, finalement, on est pas mal. Notre taux est très inférieur à ce qu'on observe dans les pays du sud de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Et chez eux, c'est quasiment une femme sur 3 qui a plus de 35 ans. Alors, on en a parlé pas mal ce matin, l'obésité. Eh bien, chez les femmes enceintes, c'est pareil. Le taux d'obésité, de surpoids chez les femmes enceintes continue d'augmenter augmente tout le temps au cours des dernières décennies. On a 23% des femmes qui sont en surpoids. Et on a donc, là on est sur l'obésité, on a 14% des femmes qui sont obèses au moment. Et ça c'est vraiment, en maternité, c'était exceptionnel avant, maintenant
c'est extrêmement fréquent. Là encore, l'obésité maternelle augmente le risque de complications maternelles, hypertension, diabète et les complications fœtales, donc le poids du nouveau-né à la naissance. On a des femmes qui ont des enfants de plus de 4 kilos, là ça peut être tout à fait régulier. Et puis les conditions d'accouchement sont difficiles. Donc, augmentation de l'obésité, donc aussi augmentation du diabète gestationnel, qu'il soit insuliné ou qu'il soit simplement sous régime. Donc, entre les deux enquêtes nationales périnatales, eh bien, l'augmentation, elle est significative pour ces deux types de diabète. En 5 ans, on a une augmentation significative. Alors, là, une petite diapo sur le niveau d'études et la littératie en santé. Dans l'enquête nationale périnatale, une question a été posée aux femmes en disant « Est-ce que cette grossesse était souhaitée et planifiée ?» 83,4% des femmes ont dit « Oui, c'était une grossesse planifiée, elle arrive au bon moment, tout va bien. » Quand on regarde le niveau d'études de ces femmes, on voit que c'est pareil, que les femmes qui ont un niveau d'études supérieur au bac augmente aussi depuis 1995, une augmentation constante. On se dit, on a des femmes qui sont informées, qui attendent, qui planifient cette grossesse, qui sont en capacité de comprendre. Donc on a fait aussi, ils ont posé une question sur la littératie en santé. La littératie, donc c'est la motivation, la capacité des personnes à accéder à l'information, à la comprendre et à l'utiliser de manière à promouvoir et à maintenir une bonne santé. Donc on n'a que moins de 6% des femmes qui avaient des difficultés à accéder à cette information. Donc là on se dit, très bien, tous les messages de prévention qu'on passe pour les femmes, tout va bien, elles les intègrent et elles font. Et là on est un peu déçus, parce que quand on regarde les résultats, eh bien on voit qu'il y a 38% des femmes qu'on consultait en prévision d'une grossesse. On dit, bah oui, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller voir son médecin pour dire je vais être enceinte, on n'a pas besoin d'une autorisation. Sauf que dans la prévention, il y a quand même des messages qui sont importants à voir et qui se passent même, enfin, des mesures à mettre en place, même avant d'être enceinte. Et notamment pour la supplémentation d'acide folique, pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural. Normalement, on commence 4 semaines. Il est recommandé de commencer la supplémentation 4 semaines avant le début de la grossesse et de la poursuivre 12 semaines après. Et aussi tout ce qui concerne la prévention de la transmission du cytomégalovirus. On sait que le CMV, ça induit des retards de croissance fœtale, des troubles neurodéveloppementaux, des troubles de l'audition. Et donc c'est important que les femmes soient informées sur ce risque pour pouvoir mettre, dès qu'elles sont enceintes, en place les mesures, surtout si ce sont des femmes qui ont déjà des enfants en bas âge ou qui travaillent avec des enfants en bas âge. Et donc ça, c'est important de le faire le plus tôt possible, donc en anticonceptionnel. Ensuite, sur les autres méthodes, enfin les mesures de prévention, on voit qu'il y a moins de 15% des femmes qui ont eu une consultation ou qui ont participé à une réunion d'information dédiée à la diététique, alors qu'on voit l'augmentation du surpoids et de l'obésité. Donc, on peut améliorer là, ces informations et puis la prise en charge de ces patientes. Il y a aussi l'entretien prénatal précoce dont on parle beaucoup. C'est une mesure qui n'arrive pas à décoller. Et même si on a donc 84% des femmes qui avaient planifié leur grossesse et on voit qu'il n'y en a que 36,3% des femmes qui ont accédé, qui ont recours à l'entretien prénatal précoce. Et on n'a que 10% des femmes qui ont rédigé un projet de naissance et de parentalité. Et ce projet de naissance et de parentalité, on voit qu'il y a une augmentation des accouchements à domicile, parce que les femmes ne sont peut-être pas contentes de ce qu'on leur offre en maternité, mais il y a des moyens d'essayer d'être en adéquation entre leurs désirs et ce qu'on peut leur offrir dans la maternité. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore passé, par méconnaissance probablement. Juste une dia pour montrer qu'au niveau de la Fédération française des réseaux de périnatalité, on a élaboré des documents destinés soit aux professionnels, soit aux futurs parents pour les prévenir du risque justement d'accouchement à domicile, ce qu'il faut savoir avant de prendre cette décision. Et même si une femme a décidé d'accoucher à domicile, il faut que la maternité ne la refuse pas, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir au moins une consultation d'anesthésie, parce qu'en cas de problème, si elle arrive à la maternité,
qu'on ait déjà un dossier et qu'on soit en capacité de la prendre en charge très rapidement. La mortalité maternelle, deux causes de décès, les décès associés à la grossesse, il y a un lien temporel mais pas forcément causal. En gros, c'est une femme enceinte ou une femme dans l'année qui suit son accouchement, qui a un accident de la route, qui décède. Oui, c'est un lien temporel, mais la grossesse ou l'accouchement n'est pas la cause de ce décès. Et il y a les morts maternelles, donc ce sont des décès de femmes survenus au cours de la grossesse ou dans un délai d'1 an après la grossesse. Et il y a une cause quelconque qui est déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés. Alors en France, on a un décès tous les 4 jours, on a une mort maternelle tous les 4 jours. Et ça représente 11,8 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il n'y a pas de diminution par rapport aux enquêtes précédentes et on sait que plus de la moitié des décès, près de 60%, sont considérés comme potentiellement, possiblement évitables. 2/3 des cas, c'est des soins non optimaux. Alors quand on regarde cette diapo, on a tendance à se dire, quand on ne connaît pas bien le sujet, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans les maternités, qu'est-ce que font les obstétriciens et les anesthésistes, parce que quand même, eh bien là, c'est là où on a la surprise, parce que quand on regarde à quel moment surviennent ces décès, eh bien, il y a 50% des décès maternels qui ont lieu pendant la grossesse, avant la période aiguë, qui peut être considérée comme plus à risque, de l'accouchement. Il y en a un quart, c'est au décours de l'accouchement, de la semaine qui suit, l'accouchement la semaine qui suit, et puis encore un quart qui ont lieu dans l'année qui suit l'accouchement. Donc la mort maternelle, c'est, au contraire de ce qu'on avait imaginé pendant longtemps, c'est un sujet qui concerne tout le monde, tous les soignants, et pas que, on verra en fonction des différentes causes, qui sont les personnes qui peuvent être concernées par la prévention de cet état, de cet indicateur. Alors, les causes de décès maternels, ça fait déjà 2 fois, c'est le suicide maternel qui est la première cause de mortalité maternelle si on considère jusqu'à 1 an après l'accouchement. Et si on considère que dans les 42 jours qui suivent l'accouchement, c'est les causes cardiovasculaires. Et on retombe dans ce qu'on a dit tout à l'heure, obésité, augmentation de l'âge, etc. Et puis après, effectivement, on a les embolies amniotiques, les hémorragies obstétricales, mais quand on regarde, on est à 15%. Hein. C'est pas la majorité. Il y a plus de suicides, on regarde, et autant de pourcentages liés aux maladies cardiovasculaires que embolies amniotiques et hémorragies obstétricales réunies. On a 7% d'AVC et on a aussi 7% de maladies thromboemboliques. Alors, quand on regarde les données, les risques, on voit qu'il y a des inégalités socio-démographiques de la mortalité maternelle. Le risque de mortalité maternelle augmente avec l'âge des femmes, de façon plus marquée à partir de 35 ans. La mortalité des femmes migrantes, elle est 2 fois celle des femmes nées en France. Les femmes socialement vulnérables ont un taux de mortalité 1,5 fois supérieur aux autres. Et puis, les femmes des DROM, c'est un taux de mortalité 2 fois supérieur à celle de l'Hexagone. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, on est à peu près, on va dire, là, on a toutes les régions de la France. Il y a aussi les départements d'outre-mer qui sont au-dessus. En Bourgogne-Franche-Comté, on n'est pas non plus terrible. Et on voit qu'on a un taux qui est supérieur à la France entière ou à la France hexagonale. Et ce n'est pas la première fois, donc c'est pas... Alors c'est sûr que ce sont des événements rares, on peut dire que ça bouge d'une fois à l'autre, mais le rapport précédent pointait déjà ce fait-là. Donc la prévention des décès maternels, c'est vraiment l'affaire de tous, des soignants de l'obstétrique, qu'ils soient de maternité ou de ville, des soignants des autres spécialités, des médecins généralistes, des professionnels de l'action sociale. On a vu que les vulnérabilités, c'est un rôle important, des politiques de santé, des associations d'usagers, et on ne va pas oublier, c'est aussi un rôle des femmes, c'est les femmes elles-mêmes ou de leur entourage. On va parler de l'alimentation, on va parler de tout ça, ça en fait partie.
Donc, importance de la prévention, du dépistage, d'une prise en charge coordonnée, tout ce qui a été déjà dit au cours de cette journée. Alors, au cours de la grossesse et du postpartum, il est vraiment important d'évaluer tout le temps, pas seulement une fois au début de la grossesse, mais tout le temps, tout au long de ce parcours, donc le niveau de risque pour une femme, que ce soit dans les dimensions somatiques, psychiatriques et sociales. Ça, le risque, il peut être évolutif et il faut le refaire. À chaque fois qu'on a une femme enceinte ou qui a accouché, il faut reprendre, remesurer ce risque. Et il faut échanger, être capable d'échanger les informations et d'avoir une coordination des soins entre l'équipe de maternité et les autres acteurs. On pense aux pédopsychiatres, aux psychiatres, le risque le taux de mortalité par suicide est quand même effarant. Maintenant, pour finir, donc on va s'intéresser aux nouveau-nés et donc à la prématurité dans un premier temps. Donc la prématurité, donc on distingue nous différents types de prématurité. Donc né prématuré, un enfant qui naît avant 37 semaines de grossesse. Une prématurité moyenne pour nous, c'est entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Alors ça, il y en a beaucoup, on voit, je vous dirais, il y a 55 000 naissances par an d'enfants prématurés en France, on ne peut pas s'occuper de tous, donc pour ceux-là, ils ont un suivi à peu près normal. La grande prématurité, c'est entre 28 semaines et 32 semaines d'aménorrhée. Et donc là, pour cela, en France, il y a des réseaux de suivi des enfants vulnérables qui sont mis en place pour les suivre plus spécifiquement, voilà, ainsi que pour les enfants qui ont une très grande prématurité, qui sont nés avant 28 semaines de grossesse, ça veut dire qu'avant 6 mois de grossesse, et maintenant on parle aussi d'extrême prématurité, parce qu'on prend en charge l'extrême prématurité, c'est entre 23 semaines et 26 semaines de grossesse, et nos services de réanimation infantile prennent en charge ces enfants. Alors la prématurité, 70% de la prématurité, c'est des naissances sont prématurées spontanées. On n'a pas de cause bien identifiée. Des femmes qui arrivent et hop, elles vont accoucher, on ne sait pas. Et puis il y a 30% de prématurité qui est dite provoquée quand la patiente présente une pathologie autre. Et là, ou un retard de croissance fœtale ou une pathologie, on va aller chercher l'enfant. Généralement, il naît par césarienne. Donc, je vous disais, donc 55 000 naissances par an, 15% de grands prémas, 5% de très grands prémas. Donc ça, c'est l'évolution en France. On est en gros autour de 6,8-7% de naissances prémas. Et donc la courbe du bas, en bleu, c'est la Franche-Comté. Et alors, des fois, on a des pics. Il y a des années, on est très surpris de voir le nombre de prémas qu'on a. Après, l'année d'après, alors ceux-là, on les connaît bien parce que, là, c'est toute la prématurité, mais nous, sur le nombre de grands prémas, on a maintenant, en gros, 130 grands prémas par an à suivre pour la Franche-Comté. La mortalité, c'est à partir de 22 semaines, donc seuil naissance vivante, jusqu'à la naissance. Et la mortalité néonatale, on distingue la mortalité néonatale précoce aussi. Alors, en France, là, on a des résultats qui sont préoccupants. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on va devoir vraiment travailler. Et on a les taux les plus défavorables d'Europe avec un taux de 3,6 décès pour 1000 naissances. Et on est au 20e rang sur les 28 pays européens. Encore pour présenter cette diapo, il a fallu, je vous ai dit, ce n'est pas des taux qu'on a directement, il a fallu qu'on refasse des croisements de 2 bases de données. Donc ça, c'est vraiment un sujet préoccupant chez nous. Voilà, donc je vous parlais de l'évolution de la mortalité néonatale en France. On distingue donc la mortalité néonatale, donc un enfant décédé avant 28 jours, la mortalité néonatale précoce avant 7 jours et la mortalité post-néonatale, donc c'est la courbe du bas. Et pour la post-néonatale, c'est entre 28 jours et 1 an. Et là, le principal facteur de risque, la principale cause, c'est la mort inattendue du nourrisson. Voilà, donc pour résumer, on voit qu'on a des larges progrès à faire dans la santé périnatale en France, que ça concerne les mères avec la mortalité maternelle ou les enfants. Mais il
faut vraiment maintenant qu'on améliore notre système d'information pour pouvoir cerner les causes et mettre en place des mesures efficaces. On a un consensus évidemment sur la prévention de l'obésité, le renforcement de la santé mentale, le repérage des vulnérabilités psychosociales et puis une attention très accrue aux territoires les plus défavorisés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mulin, pour cette présentation très exhaustive et très intéressante sur l'état des lieux en Franche-Comté. Restez ici si vous voulez poser des questions. Dr Mulin, n'hésitez pas à le faire. Mathieu a le micro. J'ai un peu plombé l'ambiance, j'en ai bien conscience. Pas de questions ? Pierre Souvé. Sur la préconception, est-ce que dans les pays scandinaves notamment, est-ce qu'elle est plus développée, sachant que le premier examen survient pour la plupart du temps à la fin du 3e mois? Donc est-ce que ça pourrait aussi apporter quelque chose par rapport aux recommandations qui n'en font pas mention? Oui, on parle des consultations préconceptionnelles. C'est un sujet sur lequel on travaille pour savoir quelle forme ça peut prendre, quoi. C'est difficile quand une femme vient voir son médecin généraliste, par exemple pour une angine, de dire alors en fait, et la grossesse. Mais on peut se dire que toutes les consultations qui ont lieu autour de la contraception peuvent être un temps pour refaire le bilan, ne serait-ce que des vaccinations, des facteurs de risque et de donner des temps d'information. Donc la consultation préconceptionnelle, ce n'est pas forcément un one-shot, on fait, vous venez, on fait ça, mais comment on fait pour pouvoir déjà avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe pour cette femme d'un point de vue, on l'a dit, somatique, psychiatrique ou socio-environnemental. Alors, puisque la CNAM s'intéresse maintenant à la santé environnement, puisque je vais être auditionné, est-ce que des consultations de groupe, parce que justement le médecin est toujours à la bourre, est-ce que une valorisation de ces consultations de groupe en préconception ne serait pas une bonne idée? Il y a des sujets dans la consultation préconceptionnelle qui peuvent être faits en groupe, l'information sur les facteurs de risque environnementaux, sur l'intérêt de prendre une supplémentation d'acide folique, etc., et la prévention du CMV. Bien sûr, tout ça, ça peut se faire en groupe. Après, pour le niveau individuel, comme je disais, l'état des vaccinations et autres, ça mérite aussi de l'individuel. Docteur Spirou, deux questions. La première, on ne voit pas de statistiques des fausses couches. Il me semble que c'est un point un peu noir dans cette problématique-là, quand on sait que les perturbateurs endocriniens en particulier certains pesticides, favorisent les fausses couches, et même les fausses couches tardives. Donc ça, je pense que ce sont des statistiques à mettre en place pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Deuxième point, dans votre présentation, on ne voit pas de facteurs environnementaux. Quand on sait par exemple, juste à titre d'exemple, la pollution aérienne au black carbone par exemple, eh bien, favorise la pré-éclampsie, l'éclampsie, la mortinatalité, etc. Donc on voit encore que nos recherches ne sont pas pointues sur la problématique environnementale. Ça fait partie de ce que je vous présentais. On a des données fragmentées et lacunaires, et ça fait partie des lacunes. Et on n'a aucun indicateur qui va nous permettre de l'identifier, pour le moment. Oui, docteur Attal, je veux revenir sur les morts maternelles en France. Vous nous annoncez 17% de suicides. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'âge de la mère et sa préparation? Parce qu'on a vu que les âges sont plus tardifs, et j'aurais bien voulu savoir si les suicides étaient plus fréquents chez la jeune mère ou chez la mère déjà, on va dire, mature. Alors, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on a des mères qui ne sont pas forcément préparées. Il y a différents... on ne peut pas faire une réponse globale. On voit qu'il y a une augmentation du niveau d'études et on se rend compte que chez les mères qui ont un niveau d'études très élevé, qui ont planifié leur grossesse et qui donc le font à des âges plus avancés, ces mères, en général, elles ont tout géré. Elles ont géré leurs études, géré le travail, etc. et planifié la grossesse. Et quand arrive ce nouveau-né, ce sont des femmes qui peuvent être aussi en difficulté. Je ne vais pas généraliser, mais on remarque que ce sont des femmes qui peuvent être en difficulté parce que gérer le nouveau-né et les pleurs, c'est compliqué. Et qu'elles peuvent se sentir parfois démunies
Et ce sont des femmes qui n'ont pas forcément été beaucoup en contact avec des enfants. C'est un peu une grande découverte pour ces femmes. Et pour peu qu'elles soient dans une sensation d'isolement, même alors l'isolement au sens large, elles peuvent vivre en couple, mais le mari travaille, d'où l'allongement des congés paternité, ou vivre loin de leur famille. Et c'est des femmes qui peuvent à un moment se sentir complètement démunies. Peut-être une petite question un petit peu, Bruno Burel, URPS Normandie. Une petite question, vous avez parlé en Bourgogne-Franche-Comté d'une constance d'à peu près 130 grandes prématurités par an. Pour la Franche-Comté. Pour la Franche-Comté, simplement. Enfin bon, c'est constant, mais il y en a beaucoup. Et il y a plein de choses qui traînent sur les grandes prématurités quand on regarde. Et je trouve jamais d'études très scientifiques de savoir le devenir de ces enfants, souvent réanimés dans des conditions complexes, et il y a des choses qui traînent, comme quoi il y aurait un enfant sur 2 qui aurait des grands handicaps derrière. Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Là, on souffre encore de ces données fragmentées et lacunaires, avec un manque de système d'information qui pourrait nous dire ce que deviennent vraiment ces enfants. Donc on a des études spécifiques. Les études qu'on a eues, c'était les études, comment s'appelait-elle, épipage. Épipage peuvent donner épipage 1, épipage 2, mais c'est des études ponctuelles, et c'est à un moment donné, et on voit bien que ça évolue, parce que nous, on évolue aussi. La grande prématurité, je vous parle maintenant d'extrême prématuré, on prend en charge maintenant des enfants à partir de 23 semaines de grossesse. C'est des enfants qu'on ne prenait pas en charge avant. Alors évidemment, le taux de mortalité, je ne l'ai pas dit là, mais on s'en doute tous, il varie en fonction de l'âge gestationnel. Pour nous, à 32 semaines, ma foi, vous venez dans un service de réa, en gros, ça ne nous pose pas de problème. Ça en posait il y a 20 ans. Et maintenant, ce qui nous pose problème, et les chiffres, ils sont très mauvais pour les 23 jusqu'à 26 semaines, c'est à risque. 26 semaines, là, maintenant, on se dit... Et le devenir, alors le devenir, on a les suivis des enfants vulnérables. Tous ces enfants doivent être suivis jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais il n'y a pas une harmonisation de la façon de faire entre les régions. D'où la difficulté, en dehors d'études comme Épipage, de savoir ce qu'ils deviennent et croiser. On peut le savoir région par région, et encore, là encore, il nous manquerait un bon outil d'information. Et ailleurs, on ne peut pas croiser nos informations pour le moment. Merci. Pas d'autres questions. Merci beaucoup, Blandine. Merci.